Il est midi et voici le grand journal. À la une, le Magal de Touba et l'épidémie de coronavirus à 2 semaines de l'événement. Cette annonce de l'unité d'alerte et de prévention épidémiologique, seul le mausolée de Cheikh Ahmadou Bamba sera ouvert au public pour éviter des grands rassemblements dans la grande mosquée. Les inondations et les crues du fleuve Sénégal, manifestation ce matin d'habitants de Nabadji-Civol dans la région de Matam. Les maisons sont envahies par les eaux fluviales, leur détresse dans cette édition. De nouvelles accusations de torture contre la police sénégalaise. L'étudiant et activiste Pape Abdoulaye Touré, arrêté hier, souffre de plusieurs blessures selon son avocat et son client, toujours selon lui, reste maintenu en garde à vue. Notre dossier de ce midi, dossier politique, Ousmane Sonko qui se met à dos l'opposition et les médias privés, analyse d'un isolement dangereux pour le patron de PASTEF. Le grand journal sur RFM et le rendez-vous avec l'actualité internationale, ce sera avec Georges Détidiop. Au Mali, la fête de l'indépendance célébrée au lendemain de la désignation d'un président de transition. Le M5 RFP prend acte de la nomination de l'ex-ministre de la Défense Bandao. Les responsables de l'opposition se réunissent à l'instant. En Guinée-Bissau, le chef de l'État appelle les populations à taire leurs querelles. Omar Sissoko Embalo rencontrait la presse guinéenne. Et les sports, un journal que nous présentera Malal Junior Diagne. Football, succession de Salou Samb à la tête du Stade de Mbour. 3 candidats en lice dans ce 12 heures. L'un d'eux, Aswad, nous dévoile sa feuille de route. Reprise des compétitions au Sénégal dans le domaine de l'athlétisme. Le président de la Fédération sénégalaise dévoile le schéma pour la reprise prévue en janvier 2021. L'état de la pandémie de Covid-19 dans le monde, c'est dans notre rubrique Coronews avec Koumba Sandiane Faye. Et puis, point de vue, le débat du jour, la communication contre le Covid-19 au Sénégal, communication qui a pris un sacré coup après des rassemblements provoqués par le président de la République et le ministre de la Santé. C'est le grand journal, bienvenue, bonjour à tous. D'abord, l'affaire Pape Abdoulaye Touré, un étudiant et activiste militant du FRAPP. Il a participé hier à un rassemblement devant le campus de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Manifestation pour la cause des bacheliers non orientés dans les universités publiques, entre autres. Arrestation puis garde à vue pour Pape Abdoulaye Touré. Ses camarades et son avocat affirment qu'il a été torturé par des agents du commissariat de police du Point E. Il a subi des examens médicaux, mais il retourne en garde à vue. Et la colère de son avocat, maître Khourey Chiba. Il est actuellement dans les locaux de la police où il a dormi. Ce que je compte faire, j'attends qu'il soit déféré. Si tel est le cas, donc on attend qu'il soit déféré. Et on va voir ce que l'interrogatoire du parquet va donner. Il ne faut pas le mettre en prison. Il ne faut même pas le faire juger parce qu'il n'y a aucun délit n'est constitué. C'est du n'importe quoi. Les éléments du GMI vraiment l'ont littéralement provoqué. D'autres de l'autre côté se sont mis à le tabasser. Très sérieusement d'ailleurs. D'aucuns c'était avec les genouillères qu'il portait, d'autres c'était des coups de poing. Les autres, c'était avec des armes qu'on appelle lance-grenades. À cet effet, il a eu une sérieuse blessure au dos, au bas de la colonne vertébrale, des douleurs abdominales, mais surtout des maux de tête. J'ai vu personnellement, parce que j'y étais, c'est sérieux. À un point tel qu'on a été obligé, après son interrogatoire et la notification de la garde à vue, de l'amener à l'hôpital. Il est allé chez le médecin, qui l'a soumis à une batterie de tests, l'a examiné et il l'a laissé. C'est dommage qu'avec un tel état, pour des infractions aussi mineures, qu'on vous prive de votre liberté et que vous passiez la nuit dans un violon de police. Ce qu'il y a lieu de faire, par contre, c'est que le médecin qui l'a examiné hier doit lui délivrer un certificat médical qu'il a été provoqué et tabassé par les GMI. C'est ça la vérité historique et c'est cette vérité qui va être sortie. Par contre, il n'a pas caché son intention de tester en justice contre ce comportement crapuleux des éléments du GMI. Là, nous allons l'accompagner si besoin en est. Maître Khourey Chiba, des propos recueillis par Koumba Sandiane Faye et la police n'a pas encore réagi à ces accusations de torture. La santé, la situation du jour de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal, le bilan avec le ministère de la Santé, avec son porte-parole, le docteur Mamadou Ndiaye. Sur 853 tests réalisés, 21 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 2,46%. Les cas positifs sont répartis comme suit.
5 cas contacts suivis par nos services, 6 cas importés enregistrés au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass et 10 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Dakar Plateau 2, Ziguinchor 2, Guédiawaye 1, Liberté 6 1, Mermoz 1, Pout 1, Tambacounda 1 et Zone A 1. 163 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 23 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré ce lundi 21 septembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 14 759 cas ont été déclarés positifs, dont 11 621 guéris, 302 décédés et donc 2835 patients sous traitement. Et vous l'avez constaté, le nombre de cas graves qui diminue de jour en jour. Le directeur du SAMU national estime que la précocité des soins a beaucoup joué grâce à une bonne communication surtout. Donc moins de cas de décès. À Wambaï. 23 cas graves, un bilan journalier qui traduit une baisse de la tension au niveau des lits de réanimation dans les centres de traitement des épidémies. Le directeur du SAMU national, le professeur Mamadou Diarabey, note qu'il y a de moins en moins d'appels d'urgence. Effectivement, on a noté ces quelques semaines, voire un mois, une diminution assez importante du nombre de cas positifs. Et également une diminution des appels d'urgence pour les malades graves, que ce soit dans les domiciles, que ce soit dans les structures de santé, voire même dans les CTE, parce que souvent les malades hospitalisés dans les CTE pouvaient s'aggraver. Mais de plus en plus, on note une nette diminution donc des cas que nous hospitalisons et des appels d'urgence et des transports donc vers les services de réanimation. Le constat du médecin anesthésiste réanimateur est qu'aujourd'hui, les malades Covid+ viennent assez tôt à l'hôpital et cela a beaucoup joué sur la baisse du nombre de cas graves et de décès. On est sur une belle tendance. Je pense que c'est encore l'occasion de remercier toutes les équipes pour les efforts fournis, mais également la population. Et on a noté également pour la prise en charge de ces cas graves que la précocité joue un rôle très important. On a beaucoup communiqué ces derniers mois sur ça, que l'anticipation sur la prise en charge de ces complications constitue vraiment un fait majeur pour éviter les complications, pour éviter également les hospitalisations, réanimations et les décès. 72 heures, 0 décès. La courbe d'évolution suit une tendance baissière qui laisse souffler le personnel de santé dans les CTE. La situation sanitaire et les événements religieux qui approchent. Nous sommes à 15 jours pile du Grand Magal de Touba. Et cette révélation sur les lieux de pèlerinage, plus exactement dans la grande mosquée, seul le mausolée de Cheikh Ahmadou Bamba sera ouvert au public pour amoindrir les risques de grands rassemblements. Le professeur Massamba Diouf, spécialiste en santé publique et membre de l'unité d'alerte et de prévention épidémiologique qui a été mise sur pied par le Khalife général des Mourides pour le Grand Magal. Le professeur Diouf, l'invité de RFM Matin ce mardi. Pour cette année particulièrement, des mesures importantes ont été prises dans le cadre de ce Magal 2020. Et parmi ces mesures, il y a la fermeture de certains mausolées et certains lieux publics au grand public, on va dire. Voilà, ce qui fait que cette année particulièrement, il a été proposé par le comité d'organisation de concert avec la commission santé, la commission culture et communication, de fermer tous les autres mausolées sauf celui du Grand Cheikh. Et pour celui du Grand Cheikh également, il va falloir que les pèlerins respectent la distanciation physique, mais également et qu'ils puissent entrer par groupe avec un nombre bien déterminé et ne pas rester assis pour faire leur prière, mais plutôt rester debout au maximum 15 secondes avant de continuer leur chemin. Et là, un dispositif particulier est en train d'être mis en place pour aider au respect strict et obligatoire de ces mesures. Et dans ce sens-là également, nous avons défini un axe stratégique important
qui est la protection des chefs religieux, point de convergence des pèlerins. Nous avons envisagé également de mettre en place des dispositifs comme les plexiglas pour que le talibé ne puisse pas avoir un accès direct avec son marabout pour pouvoir faire son ziara ou encore lui remettre le fameux adiya. Une sortie qui a provoqué toutefois une réaction du Daïra Mukhaddimatul Khidma, gestionnaire de la grande mosquée de Touba. Tous les endroits et donc tous les mausolées, les talibés pourront y accéder. Selon le chargé de la communication de Mukhaddimatul Khidma, il s'appelle Matar Khan, des propos recueillis à Touba par Marema Diop. Pour ce qui est des préparatifs du 18 Safar, nous, le Daïra Mukhaddimatul Khidma de la grande mosquée de Touba, tenons à dire que le jour du Magal, tous les lieux seront ouverts. Mais cela dit, nous tiendrons compte des mesures barrières édictées. Que ce soit le port du masque, le lavage des mains, la distanciation sociale, tout sera respecté. Et pour le ziara des mausolées, ça se fera par nombre réduit. Et nous n'accepterons personne toucher les portes ou les grilles. Toutes les mesures seront respectées, Inch'Allah. Et à midi 11 minutes, et toujours dans l'actualité religieuse, ce souvenir. Aujourd'hui, 22 septembre, il y a 3 ans, la disparition de Serigne Abdul Aziz Sy Al-Amin. Il était le 6e khalife général de Tidjane, après avoir été le porte-parole pendant très longtemps, pendant de longues années. Le docteur Bakary Samb, membre de la cellule des intellectuels Tidjane, son témoignage 3 ans après la disparition d'Al-Amin. C'était un père, un éducateur, mais aussi quelqu'un, en tout cas, qui a impulsé une nouvelle dynamique, sachant que toute la récente dynamique des jeunes Tidjanes à travers le monde, notamment dans la diaspora, est partie de cette volonté qu'il avait à responsabiliser les jeunes. Il disait souvent, ne venez plus me présenter des projets, mais apportez-moi des résultats. Voilà quelqu'un qui est un véritable libérateur d'initiatives dans la confrérie et certainement dont l'héritage se perpétue aujourd'hui à travers les grandes actions que vous voyez menées ça et là au niveau de la redynamisation de la Hadra. Est-ce que Seigneur Abdul Aziz Sy Al-Amin n'a pas laissé de vide dans la confrérie Tidjane? Il n'y a point de vide parce que le sacerdoce à Tivaouane est resté le même. C'est un héritage basé sur une forme de droiture. La droiture incarnée par qui que ce soit. Le califat de Serigne Babacar Sy Mansour en est un exemple avec la redynamisation récente que vous avez vue autour d'un projet fédérateur autour de la grande mosquée de Seydi Hadji Malick Sy. Je crois qu'il n'y a pas de vide certes, mais la nostalgie est là d'une génération qu'il a connu parce qu'il a quand même traversé le siècle et que plusieurs générations ont été marquées par sa méthode, par son éducation, mais aussi ses orientations. Le docteur Bakary Samb était interrogé par Elhadji Ndiogou Diène. Merci d'écouter le grand journal sur RFM, midi et 13 minutes. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Direction le nord du Sénégal, le Fouta. Les habitants des villages de Tigéré-Siré et de Tigéré-Yéné ont organisé une manifestation de protestation ce matin pour exprimer leur colère. Ces habitants de ces deux localités de la commune de Nabadji-Civol sont envahis par les eaux du fleuve Sénégal depuis le début de l'hivernage. Alors, des alertes ont été tout le temps et souvent lancées, mais sans réponse. Ali Bandaliang. C'est depuis la tombée des premières gouttes de pluie que ces populations souffrent de leur isolement. Situés dans la grande commune de Nabadji-Civol, Tigéré-Siré et Tigéré-Yéné ne se trouvent plus pourtant qu'à 4 km de la ville de Matam, mais séparés par le bras du fleuve, le Djamel. Mais depuis près de 3 mois, c'est le parcours du combattant pour sortir de ce trou. Avec la montée des eaux du fleuve qui a dépassé sa cote d'alerte, une bonne partie de ces localités est envahie. Ne sentant pas la réaction des autorités locales, les habitants de Tigéré ont organisé un grand rassemblement. Sidiba porte leur parole. L'état de dégradation très avancé de cette route fait perdre énormément de temps pour joindre la capitale régionale Matam. Le pont construit sur le défluent du fleuve menace de s'écrouler avec la montée des eaux du fleuve Sénégal. Nous demandons la construction d'un pont à hauteur des 2 Tigéré pour désenclaver le Dandemayo, de Djamel à Gourel Oumarli en passant par Anda, Benke, Nima, Kounel, Oudourou.
le maire a ignoré ça. Ce n'est pas normal. Tigéré Matam, normalement, c'est à l'espace de 5 ou 10 minutes. Mais actuellement, vu les eaux, la situation, le fleuve, c'est vraiment désagréable. Non, il n'y a personne qui est venu ici. Aucune autorité locale qui est venue ici à Tigéré. On n'attend rien de lui. On attend du chef de l'État. Réunis au sein d'un mouvement, les jeunes de Tigéré Siré et Tigéré Yéné interpellent directement le chef de l'État, Matam, Ali Bandelnian, RFM. À Palmarin, dans la région de Fatick, ce sont près de 300 maisons qui sont envahies par les inondations. Le recensement effectué par la mairie, le gouverneur de région est allé voir. Aminata Goudjabi. Les sapeurs-pompiers, toujours à pied d'œuvre. À Palmarin, des maisons entières sont encore submergées par les eaux des pluies. Plus de 250 selon le maire de la commune, Louis Sec. Nous pensons que d'ici quelques jours, les populations pourront retrouver leur domicile. C'est tous les 5 ou 6 villages de la commune qui ont été concernés, mais principalement toutes les maisons qui sont aux abords de la route. Au total, nous avons eu 293 maisons qui ont été inondées. Ce phénomène des inondations, la commune de Palmarin le vit depuis de nombreuses années. Il faut donc un réseau d'assainissement dans cette localité. Sauf que depuis l'avènement de la route, il y a 3 ou 4 ans, ça s'est accentué parce que c'est comme si la route constituait quelque part au niveau de Palmarin une digue pour empêcher l'eau de s'en aller. Mais ce qu'il nous faut aujourd'hui à Palmarin, c'est un plan d'assainissement global. Hier, le gouverneur de la région de Fatick, Seynabou Gueye, a effectué une visite dans les zones inondées des communes de Fatick et de Palmarin. Il s'est réjoui du travail accompli par les sapeurs-pompiers, mais annonce également la réalisation d'ouvrages qui soulageront de façon définitive ces sinistrés. En faisant le tour, on s'est rendu compte avec les techniciens qu'il y a des aménagements à faire pour rendre l'écoulement de l'eau beaucoup plus facile, mais aussi la construction de buses pour permettre un meilleur écoulement des eaux. Sauf qu'à Palmarin, outre les inondations, la commune est aussi confrontée au phénomène de l'avancée de la mer. Le 6 septembre dernier, une grosse houle y avait déferlé et avait détruit plusieurs dizaines de maisons, d'après le maire Louis Sec. Il y a eu 13 maisons qui ont été dévastées au niveau de Palmarin Galou et Sessène. À Differ, on a eu 83 chambres qui ont été touchées. Les victimes de cette houle attendent également des secours. Aminatou Goudiaby, Fatick, RFM. Ici à Dakar, on a beaucoup parlé des inondations à Kermassar, mais dans d'autres communes de la région, comme celle de Grand Yoff, les eaux de pluie ont eu beaucoup de conséquences sur la vie des habitants. Routes défectueuses, eaux nauséabondes qui ruissellent dans les quartiers. Les habitants, à la question et la mairie, ils disent on n'a pas vu. Un reportage ce matin de Salimata Awa. Les stigmates des dernières pluies toujours visibles à Grand Yoff. Des eaux de pluie mélangées à celles des fosses septiques. Impossible de se frayer un chemin. Mère Rocky Sonko, la quarantaine, dégoûtée, raconte son calvaire. Mais ici à Grand Yoff, c'est comme ça, hein? Toute l'année, saison sèche comme saison des pluies. La mairie doit nous aider, d'autant plus que le maire habite ici. La situation est vraiment inadmissible. Grand Yoff ne sent pas la présence de la mairie. C'est l'avis de Pape Suleiman. Pour lui, l'édile doit mouiller le maillot. Nous sommes fatigués. On nous dit que c'est un problème de canalisation. Mais où est la mairie dans tout ça? Le maire est au courant de tout, mais il ne fait rien. Ils forment un groupe devant les flaques d'eau sale. C'est leur quotidien, déclare le vieux Niakar. L'État doit revoir sa politique à Grand Yoff. L'État est fautif. Il ne doit pas attendre la mairie. Il ne fait rien ici à Grand Yoff. Et c'est injuste. Cette situation est juste invivable. Grand Yoff fait partie des communes les plus touchées par les inondations. Seulement, les habitants disent préférer être à Faune car leurs nombreuses complaintes n'ont jusque-là rien servi. Un reportage de Salimata Awa, Grand Yoff, qui vient de recueillir la réaction du maire Madiop Diop. Les eaux usées sont ressorties de l'ONAS. Mais il faut que les populations demandent à l'État. L'État a dit qu'ils ont mis 5 milliards à Grand Yoff. Où sont ces 5 milliards-là? Partout à Grand Yoff, les eaux des égouts coulent dans la commune. Ce n'est pas de notre compétence. Ne fait pas partie des compétences transférées. C'est des compétences directement gérées par l'État lui-même. Pour ce qui concerne l'eau, on a acheté 12 motopompes. On a aspiré l'ensemble des eaux qui étaient dans les maisons. L'État n'a absolument rien fait à Grand Yoff. Il n'a amené aucune motopompe à Grand Yoff. Donc on a fait ce qu'on devait faire. En les donnant de l'aide alimentaire, c'est maintenant. Madiop Diop, le maire de Grand Yoff. RFM, la radio de toute l'actualité.
Des hommes d'affaires de Kaolack évaluent la tournée agricole du président Macky Sall dans le Sine Saloum, tournée qui s'est achevée hier, et ces hommes d'affaires ont été reçus par le chef de l'État. Alors, que se sont-ils dit? Doléances et projets ont été exposés au président de la République, nous révèle Serigne Mboup, le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack, au micro d'Ibrahim Adjamé. Le président de la République a initié une tournée économique et c'est très important pour nous, les opérateurs économiques, par la Chambre de commerce, parce que nous, notre préoccupation majeure, c'est l'économie. Il nous a permis de le rencontrer. On l'a rencontré d'abord à Sibassor, et à Sibassor, nous avons discuté de notre projet d'installer une zone industrielle pour les petites et moyennes entreprises et aussi pour un gare gros porteur accompagné d'un marché de gros, ce qui est important. Et ce matin, il nous a reçus encore, nous avons discuté sur des points de l'économie, qui est l'accompagnement du secteur privé, la redynamisation des chambres. Et donc vraiment, on est satisfait de se rencontrer et espérant que maintenant, il faut faire un suivi pour arriver aux dynamiques que nous souhaitons. Et avant son départ de Kaolack, le chef de l'État a réceptionné du matériel agricole dans le cadre de la phase 2 du PUDC, les programmes d'urgence de développement communautaire. Une phase 2 lancée depuis décembre dernier, mais affectée par la crise sanitaire. Comment le gouvernement il va faire alors? Mais d'abord, un coup d'œil, une petite évaluation sur la première phase de ce PUDC à Narocha. Entre 2015 et 2019, 95% des objectifs du PUDC, le programme d'urgence de développement communautaire, ont été réalisés selon la direction nationale du dit programme. Avec un budget de 123 milliards de francs CFA, plusieurs infrastructures socio-économiques ont pu être réalisées. Dans le domaine de l'hydraulique, 978 villages ont été raccordés pour permettre à plus de 300 000 personnes d'avoir accès à de l'eau potable. 120 villages ont été électrifiés sur un objectif de 420 au départ. 800 km de pistes rurales construites pour le désenclavement de certaines zones. 99 périmètres agricoles aménagés. 227 forages construits ainsi que 155 châteaux d'eau. Plus de 70 coopératives ont également été mises sur pied. La deuxième phase du programme a été lancée depuis décembre 2019 à Bignona, dans la partie sud du pays qui avait été laissée en rade lors de la première phase. Des travaux sont en cours là-bas. À Sédhiou, par exemple, il est prévu de construire 54 km de pistes rurales et 10 forages et d'électrifier 27 villages. Avec cette phase 2 qui n'a pas encore démarré dans les autres localités du Sénégal, il est aussi prévu cette fois-ci la construction de postes de santé et d'établissements scolaires pour une durée de 4 ans. Selon le chef de l'État, 300 milliards de francs CFA seront nécessaires pour réaliser sur le plan national 210 km de pistes rurales supplémentaires, d'électrifier 50 autres villages, de mettre en place 20 projets de plateformes de services de transformation agricole, de construire et ou d'équiper 20 postes de santé et de réseaux d'adduction d'eau. Le Fonds saoudien de développement participe au financement du PUDC avec un prêt de 24 milliards de francs CFA, tout comme la Banque islamique de développement et la Banque africaine de développement qui se sont, elles, engagées à verser 80 milliards de francs CFA dans cette phase 2 du PUDC. Anna Rocha, le grand journal sur RFM, midi et 24 minutes. Et maintenant, notre dossier du jour, dossier politique, Ousmane Sonko ou la stratégie du seul contre tous. Il se met à dos l'opposition classique, mais également les grands médias privés. Alors, cette stratégie est-elle intelligente? Est-elle payante? Réponse avec des analystes dans ce sujet préparé par Mohamed Ali Mouba. Ousmane Sonko, un cavalier qui tire à tout va et fait son chemin seul, loin du politiquement correct. Il privilégie le clash. C'est que pour les spécialistes en communication des organisations et des institutions, Dr Saïd Gaye, on n'est plus dans l'ère du storytelling. On est dans cette société du tacle, c'est-à-dire qu'il faudra tacler les idées, tacler les personnes pour pouvoir maintenant se mettre en lumière. Parce que nous sommes dans une sorte d'uniformisation des idées politiques. On passe donc du storytelling au clash de l'intelligence.
l'intrigue à la transgression sérielle, du suspense à la panique, de l'argument au fake. Donald Trump, Bolsonaro, des exemples dans le monde. Mais le Sénégal n'est pas l'Amérique, n'est pas le Brésil non plus. Attention à ne pas se tromper de contexte. Mamadou Sy Albert, journaliste, analyste politique. Mais vous savez, les grands partis ont montré que ce soit contre Abdoulaye Wade. Les grands partis, c'était le PS, c'était l'AFP. Ces partis ont lutté pendant 12 ans dans l'unité. C'est l'unité qui a fait gagner cette opposition à Abdoulaye Wade. Mais aujourd'hui, également, vous vous rendez compte que qui peut gagner le président Macky Sall sans Rewmi, sans le PDS, sans tous ces courants qui se réclament de la troisième alternance. Ousmane Sonko n'est pas seulement en conflit avec les politiques traditionnelles. Il est en clash aussi avec de grands groupes de médias, GFM ou encore des médias. Les réseaux sociaux sont dada, mais peuvent-ils remplacer efficacement les médias traditionnels au Sénégal? Mamadou Sy Albert. Mais c'est pas payant. C'est pas payant. Son adversaire, c'est pas les médias. Imaginez aujourd'hui la place des médias. La place des médias, c'est un véritable contre-pouvoir. Que ce soit le pouvoir aujourd'hui qui a tous les pouvoirs, exécutifs, législatifs, l'opinion, même le pouvoir est obligé de trouver une alliance intelligente avec les médias. A fortiori, un membre de l'opposition. Dr Saïd Gaye abonde dans le même sens. Et le vote ne se passe pas sur les réseaux sociaux. L'information, les gens ne s'informent pas sur les réseaux sociaux. Il y a peut-être un début timide d'information sur les réseaux sociaux, mais les médias classiques restent encore une réalité. En tous les cas, Ousmane Sonko continue son chemin seul. Mais selon Mamadou Sy Albert, le leader de PASTEF devrait soigner davantage son image d'homme politique perçu comme arrogant, hautain, peu respectueux, et tenir aussi en laisse certains de ses partisans peu ouverts à la contradiction et qui insultent tous ceux qui ne sont pas d'accord avec leur leader. RFM. L'actualité internationale. Avec Georges Diop, bonjour. Georges. Bonjour Babacar. Le Mali qui fête aujourd'hui son indépendance, le 60e anniversaire de l'indépendance du Mali au lendemain de la désignation d'un président de la transition. L'ex-ministre de la Défense, le colonel à la retraite Bandao, va présider à la destinée du pays. Il a été désigné hier président de la transition, le colonel Assimi Goïta, le chef de la junte et le vice-président. Une annonce intervenue quelques heures avant l'expiration de l'ultimatum de la CEDEAO pour la remise du pouvoir en président civil. Comment tout cela est vu à Bamako, nous avons joint le journaliste Bourey Mosoulo. La désignation du président de la transition et de son vice-président, en l'occurrence Bandao, et Assimi, le colonel Assimi Goïta, a été accueillis ici par la population avec une grande joie par la population, bien sûr. Mais du côté de M5RSP, les leaders se sont sentis trahis par le CNSP, le Comité national pour le salut du peuple, parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas été associés au collège qui a désigné ces deux personnalités pour diriger la transition, notamment pour ne pas être mis au courant de la désignation de ces deux personnalités-là. Le président du CNSP, Assimi Goïta, dans son allocution hier, dans un flash spécial lu sur les antennes de la télévision nationale et de la radio nationale, il a lui dit que deux personnalités du M5RSP ont assisté, en tout cas, à la désignation du président et de son vice-président pour la transition. Pour ce qui est de la personnalité du colonel-major, c'est un ancien militaire, Bandao, les Maliens ont gardé de lui un homme intègre et un homme probe, parce que il aurait démissionné puisqu'il fit aide-de-camp du général Moussa Traoré, c'est le général Moussa Traoré qui a dirigé le pays pendant 23 ans. Il aurait démissionné de son poste de aide-de-camp parce que la femme du général Moussa Traoré aurait commencé à s'immiscer dans les affaires publiques. Les responsables du M5 Babacar se réunissent à l'instant. Une déclaration pourrait être publiée à l'issue de cette rencontre. Le Mali célèbre son indépendance aujourd'hui, vous l'avez dit. En 60 ans, le pays a connu 4 coups d'État. La Guinée-Bissau, elle fête son indépendance jeudi et pour l'occasion, le président Oumaro Sissoko Embalo a rencontré
rencontré hier soir la presse. Lors de cette rencontre, le président Embalo a appelé les Bissau-Guinéens à taire leur querelle et à se consacrer au développement du pays. La présidentielle en Côte d'Ivoire, le représentant spécial de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest, il est à Abidjan. Mahamad Ibn Chambas doit rester sur place toute la semaine pour rencontrer les acteurs politiques, les institutions impliquées dans le processus électoral, la société civile et les diplomates. Il a entamé sa visite par une audience chez Alassane Ouattara avant de se rendre au Conseil constitutionnel et à la commission électorale. Et pour terminer, au Cameroun, 4 militaires ont été condamnés à 10 ans de prison ferme et un autre à 2 ans. Ils ont été reconnus coupables de l'assassinat de 2 femmes et de leurs enfants, violation de consignes et de complicité des mêmes faits. La vidéo de leur meurtre diffusée en juillet 2018 avait provoqué un scandale sur les réseaux sociaux et sur l'international. Ces militaires se livraient à une exécution sommaire des 2 femmes, les yeux bandés, ainsi qu'une fillette et un bébé que l'une des femmes portait sur le dos. Le journal international a été présenté par Georges Letier Diop. Merci. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Macky Sall et son ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr ont-ils détruit toute la communication qui a été faite jusqu'ici en prévention du coronavirus? Les 2 personnalités ont provoqué des rassemblements ce week-end. C'est le débat du jour d'un point de vue tout à l'heure. RFM Sport. Un journal des sports présenté par Malal Junior Diagne. Bonjour Malal. Bonjour. De l'athlétisme, le président de la Fédération sénégalaise dévoile la date de la reprise des compétitions. Ce sera au mois de janvier 2021. Tout un programme a été mis en place et des mesures prises, merci pour le micro, et des mesures prises pour améliorer le fonctionnement mais également la pratique de l'athlétisme au Sénégal. Soit de Thiam pour plus de détails. La Fédération sénégalaise d'athlétisme compte démarrer sa saison au mois de janvier 2021, estime le président Sarah Wali. D'ici là, les régions vont s'adonner à l'organisation de compétitions, de courses sur route, de compétitions sur la plage et dans la nature. Comme ça, au plus tard, au mois de janvier, on va démarrer les compétitions. Alors, les athlètes ont 4 mois pour se mettre en jambes avant de retrouver la piste, suffisant selon le président. D'après les dires du directeur technique, les athlètes ont commencé à faire leur saison hivernale. Donc ça leur permettra d'avoir quelque chose dans les jambes avant le mois de janvier. Mieux encore, avec les compétitions internationales repoussées en 2021 par la Confédération africaine d'athlétisme, le temps de préparation sera doublé. Vous savez que nous, notre calendrier est calé sur celle de la CA et de World Athletics d'ici 2021. Peut-être effectivement les athlètes auront fait beaucoup de compétitions. Ça leur permettra d'avoir du rythme, Donc c'est une aubaine pour eux. Pour la saison à venir, la Fédération sénégalaise d'athlétisme envisage d'organiser le marathon Dakar au mois d'avril, si les conditions sanitaires le permettent. Aussi, passer à la numérisation des licences. Sur le Thiam, la suite de ce journal des sports, Malal Junior Diagne, le stade de Mbour cherche président. Après la démission de Saliou Samb, l'élection est prévue à la fin de ce mois et déjà 3 candidats sont déclarés. Parmi ces 3 candidats, il y a un certain Aswad qui a dévoilé sa feuille de route ce matin à Mbour. Abdourahmane Diallo, que nous allons écouter. Il a rencontré le candidat à la succession de Saliou Samb. Nous allons écouter son reportage. Depuis la démission de Saliou Samb à la tête du stade de Mbour, des Mbourois se signalent pour vouloir assurer la direction du club. Aswad, l'un des candidats. Après avoir regardé ses failles, ses forces, ses faiblesses, j'ai pensé que j'étais porteur d'une idée que j'aimerais partager parce que chaque fois que les gens m'ont demandé de diriger l'équipe, beaucoup de gens sont venus me le dire. J'ai dit que je veux diriger une équipe, je ne veux pas être un président esselé. Donc moi, je veux travailler avec l'ensemble des fils de Mbour. Cet agent de la Sénélec a côtoyé le club pendant plus de 10 ans. Il a même été membre du bureau. Aswad évoque ses chantiers. Première mission pour moi, c'est d'abord les hommes, les faire ramener autour du club. Deuxième point essentiel, la transparence et la redevabilité. Ce que je précise, c'est que moi, si je préside le stade de Mbour, l'ASC Stade de Mbour aura au moins 51% des parts, c'est-à-dire sera majoritaire et désignera toujours le PCA de la SA. Nous, on s'engage à ce que dans les 3 mois, on louera un siège fonctionnel, on l'équipera, on trouvera un permanent pour le Stade de Mbour. Et maintenant, dès qu'on a toute cette adhésion populaire,
tout ce qui est projet, tout ce qui est finance, ça vient de la tête, de l'esprit, des poches, de l'expérience et de l'expertise des hommes. À cause de la Covid-19, l'Assemblée générale du Stade de Mbour a été reportée à plusieurs reprises. Actuellement, 3 personnes ont annoncé leur candidature. RFM Mbour. Abdourahmane Diallo. Parlons transfert pour finir avec le départ acté officiel d'Arturo Vidal du FC Barcelone. L'international chilien a signé à l'Inter de Milan. Les dirigeants du club de l'Inter de Milan ont eu à débourser seulement 1 million d'euros pour payer certains frais au FC Barcelone. Donc Vidal est devenu un joueur de l'Inter. Et à bon prix. À bon prix. Merci Malal. RFM, la radio de toute l'actualité. Et Koumba Sandiane Faye pour Coronews. D'abord chez nous, au Sénégal, 0 décès comme hier. Le nombre de cas graves dans les services de réanimation, 23, toujours en baisse. 21 nombre de cas positifs sur les 853 tests effectués. Et un nombre de cas guéris aussi élevé, 163. Ainsi font savoir les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Coronavirus en Afrique, au Maroc, c'est toujours le maintien d'un semi-confinement. Le royaume chérifien a dû prolonger les mesures sanitaires restrictives. En l'espace de 24 heures, le pays a enregistré 1927 nouveaux cas de contamination. Les villes les plus touchées sont Casablanca, Marrakech et Agadir. Il y a eu la suspension de toutes les activités commerciales et un couvre-feu à partir de 18 heures. Le nombre total de personnes infectées depuis le début de la pandémie a franchi la barre symbolique des 100 000, dont 19 181 cas sous traitement et plus de 1000 foyers actifs, ce qui signifie qu'officiellement le royaume chérifien a dépassé la Chine en matière de contamination. La France a enregistré plus de 5298 nouveaux cas de Covid-19. 53 personnes sont décédées. Ces dernières 24 heures, le protocole sanitaire et ses différentes restrictions sont allégées à l'école à partir de ce mardi. En Espagne, Royaume-Uni, Israël, Argentine, face aux contaminations qui progressent, nombreux sont les pays qui viennent de décider de limiter les rassemblements et les déplacements de population, voire pour certains de se reconfiner temporairement. La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 965 760 morts depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre. Plus de 31 374 240 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués, dont au moins 21 338 900 sont aujourd'hui considérés comme guéris. RFM, la presse du jour. À 12h37, la revue de presse avec Mohamed Talimouba et à la une, l'affaire Téléco. Bonjour. Suleiman Téléco n'en a pas fini avec Dame Justice. Après son audition par l'IGAZ, l'inspection générale de l'administration de la justice, le président de l'UMS en route vers le conseil de discipline. Cette fois, constate le journal Le Quotidien, les récriminations ne portent pas que sur des déclarations publiques ou médiatisées, mais sur des décisions de justice qu'il aurait rendues et qui auraient été dénoncées et par des justiciables et par ses pairs. Affaire à suivre de près. En voilà un qui suit la justice française de très près après sa condamnation et celle de son père dans le procès de l'I2AF. Pape Massata Diack encore dans la presse ce matin pour solder ses comptes. Conférence de presse de l'ancien conseiller marketing de l'I2AF. Pour lui, la justice française s'acharne. Il y a du racisme dans cette affaire, dit-il. Le journal Vox Populi lui ouvre ses colonnes et il menace. Si Lamine Diack parle, la CIO va exploser. Désormais, toute divulgation fera l'objet d'une réaction de ma part parce que j'en sais des choses. Et pour finir, Pape Massata invite l'État du Sénégal à porter plainte contre la justice française puisque à ses yeux, elle s'attaque à l'honorabilité du président de la République. Fin de citation. Condamné donc à Paris pour corruption, Pape Massata Diack plaide à Dakar, moque le journal Le Quotidien qui constate que l'homme sort ses armes et promet de ne plus se laisser faire. Qui laisse faire ou plus exactement qui protège Vitol, Adax, Oryx et Transfigura, ces négociants qui importent du diesel jugé toxique au Sénégal et dans beaucoup de pays africains. Le journal Libération qui s'interroge note en tout cas que 4 ans après la plainte de la Ligue sénégalaise des droits humains, le doyen des juges attend toujours le réquisitoire du parquet pour démarrer l'instruction. Pendant ce temps, ces trafiquants de la mort continuent de s'en faire plein les poches et menacer la vie de milliers de personnes au Sénégal et en Afrique. Près d'un millier de Sénégalais, peut-être même plus, qui sait,
menacés d'être jetés dans la rue pour défaut de paiement de loyer. Le journal L'Observateur qui alerte et informe que ce sont là les conséquences de la fin de la loi d'habilitation, avec la fin du moratoire présidentiel qui empêchait d'expulser les mauvais payeurs. Au début de la pandémie, les bailleurs se sont précipités pour s'en débarrasser avec la fin de cette loi d'habilitation. À Dakar, plus de 500 procès donc en moins de mois. Le temps est à la galère, c'est la grande affaire du moment. Et le calvaire est ressenti jusque dans les champs en Italie, où des Sénégalais sont exploités pour quelques euros, transformés en esclaves par leurs compatriotes, écrit clairement le journal Les Échos. Et au Sénégal, on ne peut pas dire qu'on se porte mieux. Le taux de croissance du pays va être faible cette année. Le FMI avance 0,7% de croissance. Le FMI adopte donc les autorités sénégalaises qui avaient dit la même chose. Le journal L'Info parle alors de signaux économiques en rouge. Et pourtant, oui, notre pays a réussi à mobiliser 150 milliards pour financer la deuxième phase du PIDC. 150 milliards sur les 300 déjà disponibles, écrit d'ailleurs le journal Le Soleil. Un financement assuré par la Banque islamique de développement et le Fonds saoudien de développement. Sport pour boucler, match amicaux d'octobre. Aliou Cissé table sur 27 lions, informe le journal Record. Il va jouer respectivement contre le Maroc et la Mauritanie. Mais problème, Aliou devra composer avec l'adversaire du moment, le coronavirus, qui pourrait chambouler ses plans. Ce matin encore, le journaliste quotidien tout conquis, Sadio Mané, talent exceptionnel, perle rare, le journal s'extasie en première page. Superstar, les témoignages pleuvent, abondent en page intérieure et tous disent la même chose. Sadio, un héros national. Dans son lambe, qu'est-ce qui arrive au ténor de Mbour? En tout cas, ils sont à l'arrêt. Il s'agit de Bombardier, le roi déchu, de Pakala qui se cherche 3 ans d'absence pour ce dernier. À quand la fin de la diète pour les tenants du drapeau de la Petite Côte? Bonne nuit à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Le débat du jour, il porte sur la situation sanitaire liée au coronavirus et toutes les stratégies de riposte mises sur pied depuis l'apparition de la maladie au Sénégal au mois de mars dernier. Alors, sur la communication et sur les restrictions décidées par le gouvernement, des autorités qui enfreignent ces restrictions, ces recommandations. L'exemple du président de la République lors de sa tournée au centre du pays ce week-end, qui a été accueilli par des foules nombreuses, des rassemblements, et le ministre de la Santé lui-même, dans une vidéo que vous avez sans doute vue sur les réseaux sociaux et largement diffusée, Abdoulaye Diouf Sarr, en réunion politique dans une salle remplie de militants. Certains n'avaient même pas le masque. Alors, ces comportements-là vont-ils affecter toute la communication anti-coronavirus du Sénégal? Pour en parler, nous sommes avec Falilou Ba, docteur en sciences de communication et changement de comportement. Bonjour. Bonjour, M. Fall. Bonjour également à Sylvain Landry Biram Faye, socio-anthropologue, enseignant à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bonjour Sylvain Landry Biram Faye. Bonjour Babacar. Docteur Falilou Ba, puisque vous êtes spécialiste en changement de comportement, ces comportements de Macky Sall et d'Abdoulaye Diouf Sarr. Oui, je dois dire en réalité, comme tout le monde l'a remarqué, que c'est des comportements qu'on pourrait regretter, qu'on devrait même regretter, parce qu'en réalité, ça vient emporter en fait une contre-communication par rapport à tout ce qui est dit et tout ce qui a été donc diffusé par rapport au respect des gestes barrières et à la distanciation physique. Donc je pense qu'en réalité, aujourd'hui, il faut se dire simplement qu'il y a, comme dans les recherches qu'on a eu à faire, le paradigme de l'obéissance à l'autorité de Milgram. C'est-à-dire l'autorité a en réalité dépositaire d'une certaine autorité que les gens ont tendance à imiter. Et par conséquent, dans ses gestes comme dans ses faits, il doit être très prudent parce que c'est comme ça en réalité, l'autorité est quelqu'un en réalité qu'on imite et puis qu'on essaie simplement de voir. Donc je pense que ces comportements-là peuvent en réalité être contre-productifs et à la limite même peuvent affecter en fait toute la communication qui a été faite jusqu'à aujourd'hui sur le coronavirus, sur la distanciation physique, sur le respect des gestes barrières. Alors, question pour Sylvain Landry Biram Faye, socio-anthropologue.
quelles conséquences sur le comportement de la population à qui on demandait jusqu'ici de respecter les gestes barrières? Oui, Babacar, je pense que le voyage du président peut être, a priori, on peut considérer que c'est un acte très important de proximité qui peut révéler aussi une capacité à être au plus près des préoccupations des communautés, dialoguer et interagir. Mais le contexte dans lequel ça se passe, c'est un contexte de pandémie qui n'est pas encore terminé. Et en matière, comme l'a dit le collègue, on peut considérer que malgré le fait de nous avoir demandé de vivre avec le virus, dans la communication institutionnelle, l'exemplarité, c'est pas seulement des messages, mais l'exemplarité, c'est quelque chose de très important. Donc c'est un impératif managérial et citoyen qui doit permettre d'avoir une cohérence entre les discours et les pratiques. Alors ce qu'on est en train de vivre, c'est comme si d'un côté, il y a un discours assez soutenu sur les mesures et les gestes barrières, et de l'autre côté, les pratiques ne sont pas exemplaires. Et c'est comme si c'était la fin de l'épidémie. C'est comme si on était vers une fin de la pandémie à travers différentes mesures, à travers aussi le débat récent qui a été soulevé autour de l'immunité collective, qui est un débat qui, pour moi, ne se pose pas dans les bons termes. Donc les conséquences, c'est un relâchement. Parce que celui qui est dépositaire, comme l'a dit le collègue, de l'autorité morale, qui a la légitimité, qui a le charisme, etc., qui, s'il se comporte d'une certaine manière, ce qu'il dit, mais est en déphasage avec ce qu'il fait. Donc on peut s'attendre à ce que un certain relâchement dans la population générale. C'est comme si l'épidémie était terminée et c'est malheureux. Ouais. Alors justement, quand le président de la République et son ministre de la Santé qui doivent être à la pointe de cette riposte contre le coronavirus participent à des rassemblements, Fally Louba, qu'est-ce qu'il faut en tirer? Quelle analyse faire justement de l'attitude de l'autorité? Alors, je dois dire, Babacar, qu'en réalité, ce qu'il faudra savoir, c'est qu'en fait, il faut comprendre que dans d'autres pays où il y avait en fait cette dynamique positive par rapport à la pandémie qui était en réalité en stabilisation et en régression même, on s'est rendu compte que par des gestes malheureux, on est revenu à des situations pires ou des situations qui s'empirent. Il y a eu des rebonds. Donc, il y a des rebonds dans tous les grandes nations comme la France, comme l'Israël, comme etc. On a vu en réalité que par le fait de malheureux gestes, on est revenu quand même à des situations extrêmement difficiles. Et je pense que dès cet instant-là, il faudra nous dire aujourd'hui que nous avons fait des progrès, c'est vrai, et comme le collègue l'a dit, ces progrès-là doivent être mis dans le crédit. On n'est pas encore documenté cela. Est-ce que c'est dans le crédit de l'unité collective? Est-ce que c'est dans le crédit des communications qu'on a eu à faire jusque-là? On ne sait pas encore. On est en train, en tout cas, de toute façon, c'est un motif de satisfaction, mais ça doit nous amener à de la vigilance et de la prudence, surtout par rapport à ces autorités. Parce qu'encore une fois, ce que je dis, c'est que l'autorité, encore une fois, a cette capacité-là d'influencer tous les gens qui sont autour de lui. Et ces facteurs d'influence-là, on peut les retrouver, mais sur plusieurs variables. Par exemple, mais l'autorité, c'est qui? C'est en réalité, c'est quelqu'un, en fait, qui, ne serait-ce que par sa proximité physique, si nous sommes à côté de l'autorité et qu'on voit que l'autorité ne fait pas ce que la norme, ou bien est en train de laisser faire ce qui n'est pas la norme, les gens peuvent naïvement dire que ça peut marcher. Si l'autorité ne pose pas son veto, ou bien si l'autorité ne nous interdit pas, donc, et dans ces rassemblements-là, c'est ce qu'on a vu. On n'a pas vu l'autorité quand même demander ou imposer son veto par rapport à certains relâchements. Il y a aussi le fait qu'en réalité, mais le statut de l'autorité, et ça il faut le dire, de qui on a parlé? On a parlé du président de la République et du ministre de la Santé. Donc je pense que ce haut statut de l'autorité aussi peut être un facteur d'influence extrêmement important à prendre en considération. Parce que si la haute autorité en réalité est en train de
je ne dis pas mal agir, mais de ne pas agir par rapport à la norme, alors les gens aussi, ça peut leur donner quand même, parce que l'autorité, c'est la légitimité. Et enfin, il y a en réalité, parce que c'est un symbole, c'est nous qui avons créé ce symbole, en disant que l'autorité qui est le symbole est toujours dans notre imaginaire celui qui fait le juste et le bon et le bien. Alors, et naïvement, nous considérons donc ce que l'autorité fait comme quelque chose à imiter parce que nous rendons dans cette bonne dynamique. Bien. Et par conséquent, il faudra qu'on sache raison garder par rapport à tout le monde, nous tous, mais surtout par rapport aux autorités, que leurs actes, leurs gestes, leurs propos sont repris, imités et même parfois suivis. Donc, merci Fally Louba. Je rappelle, vous êtes docteur en sciences de la communication et en changement de comportement. Merci également à Sylvain Landry Biram Faye, socio-anthropologue, enseignant à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Pape Ngagne Ndiaye vous attend, messieurs, tout à l'heure pour poursuivre ces débats après le grand journal en Wolof de 13h. Merci à Lai et Yacine qui étaient à la régie. Coordinateur